on ne peut pas gagner totalement et vaincre totalement le Hezbollah, à moins, de nouveau, qu'on fasse tomber le régime en Iran, auquel cas le Hezbollah aura perdu sa base de soutien logistique, financière et même idéologique qui est liée au régime iranien. Par conséquent, il n'y a plus de Hezbollah. Par conséquent, on aura gagné de facto. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous vois maintenant. Nous allons pouvoir dialoguer avec vous. Je voudrais d'abord avoir votre avis à chaud sur ces révélations concernant l'état de santé de Binyamin Netanyahou. Ça vous semble préoccupant? Vous n'êtes pas médecin, mais votre appréciation en tant que membre du Likoud? Bon, mon appréciation, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est en effet pas mon domaine de spécialité, mais c'est vrai que j'avais eu l'occasion de croiser simplement le Premier ministre il y a un certain temps et qu'il n'avait pas l'air bien, hein, pour être franc. Mais c'est une force de la nature et il arrive à fonctionner en dépit de ses problèmes à la fois juridiques et médicaux et du contexte. C'est véritablement exceptionnel, je dois dire. Alors oui, effectivement, parce que Binyamin Netanyahou, il faut le rappeler, a 77 ans, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Il est né en 1949, donc voilà, c'est ça. 77 ans, il a 76, il aura 76, voilà, il aura bientôt 77 ans. Ça nous ramène d'une certaine manière à la question que l'on se pose aujourd'hui. Binyamin Netanyahou est-il apte toujours à conduire le Likoud, même aux prochaines élections qui devraient intervenir autour du mois d'octobre? Alors, les élections en principe sont fin octobre. Il aura juste 77 ans, donc ce sera son anniversaire en octobre, autant que je me souvienne. Il ne sera pas tout jeune, ça c'est clair et net. S'il venait à gagner les prochaines élections, à la fin du prochain mandat, il aurait 81 ans. Mais on voit que à la fois le président Trump aussi a été élu à 78 ans, si je ne me trompe pas. Et le président Biden aussi avait été élu à un âge très avancé. Donc en ce moment, c'est un peu la mode chez des chefs d'État. Pour l'instant, il fonctionne. Il y a rien à dire. Maintenant, ce qui va se passer dans l'avenir, je ne sais pas, évidemment. Alors, il n'y a rien à dire, mais il y a des critiques qui sont émises en direction de Binyamin Netanyahou. D'abord aussi, même par rapport à sa gestion du dernier conflit, de la guerre contre l'Iran. Visiblement, on voit qu'il est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait de parvenir à obtenir les succès espérés dont parlait Binyamin Netanyahou contre l'Iran. On a l'impression que même dans l'entourage du Premier ministre, on revoit à la baisse, on va dire, les objectifs de la guerre. Et puis, il y a aussi le Sud-Liban qui préoccupe beaucoup, hein, il faut bien l'avouer, l'opinion publique israélienne. Il y a des centaines de milliers de soldats israéliens qui sont au Sud-Liban. Et la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que Binyamin Netanyahou et l'échelon militaire, on va dire ensemble, eh bien, projette de différents qui n'a pas encore été tenté contre le Hezbollah, autre que cette zone de sécurité, parce que la zone de sécurité, si je ne m'abuse, on s'en est retiré en mai 2000, et on revient dans une nouvelle zone de sécurité. Qu'est-ce qui a changé depuis, à votre avis, Amir ? Alors, je pense que le concept de la zone de sécurité qui est mis en place maintenant est complètement différent de ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et à mon sens, c'est un concept qui est beaucoup plus adapté, à savoir que Israël avait occupé en fait une partie du Liban entre 1978 et l'an 2000. Mai 2000, comme vous l'avez mentionné, mais qu'il y avait une zone d'occupation en fait militaire où l'armée israélienne était là et contrôlait même une population civile, ce qui rendait les déplacements compliqués, ce qui rendait, ce qui en fait permettait d'abord dans un premier temps, à la fin des années 70, au début des années 80, à l'OLP et ensuite au Hezbollah de mener en fait une espèce de guérilla. Semi-urbaine en se basant sur une partie des populations chiites. Ça n'est plus cette situation va être complètement en train d'être complètement changée dans la mesure où Israël dynamite totalement toutes les localités chiites. En d'autres termes, Mao Tse-tung disait que pour faire une guérilla, les guerrieros doivent se sentir comme étant un poisson dans l'eau au sein de la population locale. Mais s'il n'y a pas de population locale, ben, il n'y a pas de guérilla.
Et en fait, c'est ça qu'Israël est en train de mettre en place, c'est-à-dire une zone tampon vide de population, en tout cas vide de population chiite, parce qu'il y aura peut-être encore des chrétiens et des druzes, en petit nombre, mais ils sont pas hostiles, donc c'est pas un problème. Mais il n'y aura plus de chiites. À partir du moment où il n'y a plus de chiites, leur capacité de mener une guérilla dans un territoire qui est vide d'hommes et qui est sous le contrôle permanent de senseurs, c'est-à-dire de capteurs, de drones, de l'aviation, etc., ça va être quand même très très compliqué pour le Hezbollah. Et on le voit, il faut aussi, ça c'est une chose qui est très importante, c'est que le ratio de pertes israéliennes par rapport aux pertes de Hezbollah n'a jamais été aussi bon dans toute l'histoire. Dans les années, entre les années 80 et 90, quand Israël était au Liban, on avait un ratio de pertes de 1 à 4, entre 1 à 3 et 1 à 5 en fonction des périodes. Dans la guerre de 2006 aussi, on a eu plus que 130 morts, alors que le Hezbollah en a eu seulement quelques centaines de plus. Donc on était, je crois, 1 à 3, 1 à 4. Même en 2024, le ratio n'était pas aussi bon. Et là, on en est à peut-être, je crois, une quinzaine de soldats israéliens qui ont été tués pour plus de 1800 soldats combattants du terroriste du Hezbollah. Ça fait plus que 1 à 100. Donc on voit qu'on est à pratiquement 2 ordres de grandeur supérieurs de ce que nous avions été par le passé. Ça montre que le rapport de force a complètement changé en notre faveur, grâce à Dieu. Et surtout que la tactique de la destruction, ce qui est la même tactique employée par ailleurs à Gaza, hein, c'est-à-dire la tactique de la destruction urbaine, où se cachaient les membres du Hezbollah. Il ne faut pas oublier que c'est un crime de guerre selon les conventions de Genève, puisque une organisation n'a pas le droit, une armée n'a pas le droit d'utiliser des infrastructures civiles pour mener des combats. C'est interdit par les conventions de Genève, et à partir du moment où une infrastructure civile, que ce soit un hôpital, que ce soit un appartement, que ce soit une école, une mosquée ou n'importe quoi, Oui. est transformée en Alors, base militaire, de facto, on a le droit de la détruire. Et par conséquent, c'est ce que fait Israël. Nous rasons tout, et ça, c'est un concept qui est inédit, mais qui, à mon avis, change la donne de manière très profonde. oui, c'est un peu le même concept que dans la bande de Gaza. Oui, c'est ce que je disais exactement. Et donc, ce concept change totalement la donne et nous permet en fait de tenir des terrains Oui. qui sont très larges, avec relativement, à terme, peu de force, et donc sans mettre en danger tellement les soldats de Tsahal, tout en protégeant la population Alors, israélienne du nord du pays, dans un premier temps par des tirs contre les tirs de missiles directs, c'est-à-dire les missiles anti-tanks, etc., qui sont déjà pratiquement hors de portée, contre les missiles, contre les tirs de mortier, etc. On a encore un problème avec les roquettes, mais plus la guerre va continuer, et plus on va continuer à détruire de plus en plus en profondeur au sein du Liban, et par conséquent, même les tirs de roquettes, à la fin, deviendront sans danger pour la population israélienne. mais finalement, au bout du compte, on révise, là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, les objectifs de la guerre à la baisse, parce que on parlait d'une victoire totale sur le Hezbollah, d'une Ça élimination. n'existe pas. On est d'accord que ça n'existe pas. On est d'accord que ni le Hezbollah, ni le Hamas, ni même l'Iran, eh bien, ne peuvent être détruits Non, totalement. alors, l'Iran, c'est différent. Alors, attends, je m'excuse, mais il faut faire de l'ordre. L'Iran, on peut avoir une victoire totale, mais pour faire avoir une victoire totale, il faut faire tomber le régime iranien. Parce que l'Iran, en tant que pays, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit une population qui soit majoritairement hostile à Israël ou au monde occidental. Au contraire, je pense qu'on a un véritable problème avec en fait un régime, une dictature militaire, militaro-religieuse des Pasdaran, c'est-à-dire des gardiens de la, Oui. des gardiens de la révolution et des mollahs. Alors, Bien, si ce alors régime tombe, derrière, on aura autre limitons-nous, on chose. va dire, aux deux organisations terroristes qui réclament toujours la destruction de l'État d'Israël et qui sont aux frontières d'Israël, au nord et au sud. C'est-à-dire le Hamas et le Hezbollah, on voit que c'est quasiment le même schéma. On est d'accord, même apparemment aujourd'hui, ces derniers jours, on parle d'un renforcement du Hamas dans la partie qu'il contrôle de la bande de Gaza. Finalement, au bout du compte,
il n'y a pas de destruction totale sur le Hamas et sur le Hezbollah, mais il y a, on va dire, une conquête de territoire. C'est dans les deux cas le même schéma, une conquête de territoire. Et finalement, est-ce qu'on peut se contenter de cela pour parler de victoire sur les deux organisations terroristes? Alors, il faut comprendre que, de nouveau, pour vaincre le Hezbollah, on doit vaincre la base sociologique et c'est la même problématique pour le Hamas. On doit vaincre la base sociologique sur laquelle ces organisations se reposent. Or, tant que la population chiite au Liban sera en fait inféodée à l'Iran, ça ne sera pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas gagner totalement, puisque on ne peut pas exterminer les chiites du Liban. Donc, en fait, au moins qu'on expulse les chiites du Liban et qu'on les envoie, j'en sais rien, en Irak, auquel cas on aurait une victoire totale parce qu'il n'y aurait plus de chiites et donc plus de Hezbollah. On ne peut pas gagner totalement et vaincre totalement le Hezbollah, à moins, de nouveau, qu'on fasse tomber le régime en Iran, auquel cas le Hezbollah aura perdu sa base de soutien logistique, financière et même idéologique qui est liée au régime iranien. Par conséquent, il n'y a plus de Hezbollah. Par conséquent, on aura gagné de facto. Mais tant que le régime en Iran existera, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on fait maintenant, à savoir continuer les destructions des localités chiites. Et en même temps, et ça c'est très intéressant de le noter, c'est qu'il y a un phénomène qui est très récent et qui n'avait pas existé depuis des dizaines d'années, à savoir une critique du Hezbollah au sein de la société chiite. Pas simplement chez les chrétiens, les druzes et les sunnites, qui eux sont les ennemis du Hezbollah, majoritairement depuis très longtemps, mais au sein de la population chiite elle-même. Pourquoi? Parce que le prix que les chiites payent devient insupportable. Et comme l'Iran n'a plus les capacités financières pour pouvoir en fait compenser les chiites et reconstruire après la guerre tout ce qui a été détruit, les chiites commencent à être désespérés parce qu'ils se rendent compte qu'en fait leur vie est en train d'être détruite. Alors, Donc il faut continuer, il faut raser de plus en plus les localités chiites pour faire continuer à monter le prix du soutien au Hezbollah, et peut-être que si cette tendance se poursuit, à terme, les chiites vont lâcher le Hezbollah, et s'ils lâchent le Hezbollah, on a gagné. Mais tant que c'est pas ça, alors on n'est pas dans une perspective de victoire totale, mais simplement, je dirais, dans une perspective de gestion du conflit qui n'inclut pas une victoire totale. Une dernière question, en fait, et c'est probablement importante, c'est la plus importante pour la perspective, mais aussi on aura l'occasion de la reposer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Les sondages en perspective des élections du mois d'octobre, eh bien, ne semblent pas particulièrement favorables à Binyamin Netanyahou. On voit que le Likoud est en retrait par rapport au parti de Naftali Bennett. Il arrive à faire jeu égal avec le Likoud, le parti de Naftali Bennett. Et on n'a pas le sentiment que la guerre a apporté, on va dire, a fait passer une partie de l'électorat vers la droite israélienne. Et ça surprend d'une certaine manière. Non, je pense que ça ne surprend pas. Je pense que de nombreuses personnes pensent que le gouvernement, au-delà de la gestion de la guerre elle-même, d'une part, le gouvernement est responsable du 7 octobre lui-même, d'une part, et d'autre part, cette histoire de coalition avec les ultra-orthodoxes, les Haredim, est extrêmement impopulaire et de plus en plus impopulaire au sein du peuple israélien. Maintenant, je pense personnellement depuis le premier jour, et je l'avais écrit le 7 octobre et le 8 octobre 2003, et on en avait parlé déjà en octobre 2023, pardon, qu'une bonne partie de la solution, même électorale, mais de manière générale, à Gaza passe non pas seulement par la victoire purement, strictement militaire sur le Hamas, mais par trouver un moyen pour faire en sorte que la population de Gaza, qui est une population qui est hostile à un point qui est inimaginable envers les Juifs, envers Israël, puisse trouver un endroit pour être relocalisé, on va dire, et cesser de nous menacer. Je pense que si on arrive à faire ça, et c'est pas impossible, malgré tout, et si peut-être que le régime iranien finit par tomber, alors peut-être que la carte électorale va un peu changer. Mais même si ces choses arrivent, je pense que ça ne va pas changer fondamentalement, parce que les problèmes, quand on regarde pas seulement en arrière, mais en avant,
sont que une coalition qui est dépendante des ultra-orthodoxes, des Haredim, va continuer à promouvoir Ouais. des mesures qui sont insupportables aujourd'hui, je pense, pour la grande majorité du public israélien. Par conséquent, le prochain gouvernement devra être un gouvernement, on va dire, plus large, qui inclura peut-être d'un côté le Likoud et les partis du sionisme religieux, et d'autres partis de droite, parce que Bennett est quand même, en tout cas sur le papier, pas un parti de gauche ou même du centre. Enfin, ensuite, on peut ne pas, moi je lui fais pas confiance, mais enfin, se prétend comme étant quelqu'un de droite. Voilà, donc il faudrait avoir Alors, ces partis, peut-être encore des partis du centre, pour créer une autre coalition qui puisse mettre en œuvre une autre politique économique et sociale et qui soit, on va dire, plus acceptable pour la majorité du public israélien. Alors, une dernière question, vous faisiez allusion à Naftali Bennett à l'instant. Une dernière question qui nous ramène à Yom HaAtzmaut. Vous avez eu ce sentiment que la cérémonie de l'allumage des flambeaux, c'est une cérémonie politisée qui visait à encenser d'une certaine manière le leadership de Binyamin Netanyahou ou c'est on va dire, vous dites plutôt que c'est de la, c'est de la politique aérienne. C'est de la politique politicienne, comme on dit en France. Non, je pense pas. Franchement. Bon, bien voilà, la réponse elle est claire et elle est brève. Effectivement, merci beaucoup Amir Weitman d'avoir été avec nous ce matin. On aura bien entendu, comme je le disais, l'occasion de se reparler, bien entendu, au cours des prochaines semaines et des prochains mois qui seront des mois de campagne électorale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt Amir.